Bonjour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce matin, ça va vous permettre de vous mettre tranquillement dans le bain. On va faire un atelier. Donc, je ne vous ferai pas une grande présentation qui va durer 2 heures. Je vais vous faire travailler. Fait que ça va bien commencer. D'abord, les objectifs. Première chose, c'est explorer et partager vos expériences. Donc, comme je disais, ce n'est pas moi qui vais vous éduquer, c'est entre vous autres que vous allez vous éduquer. C'est un benchmarking, si vous voulez, entre vous. Ensuite, c'est un benchmarking. La bebelle. Excusez-moi, c'est la technique. Ah. Puis l'objectif, c'est de discuter, d'échanger et d'apprendre avec les pairs. Donc, parmi vous, il y a de l'expérience, différentes expériences. Ensuite, coudonc. On va tout changer de système. Hein? Mettre les batteries peut-être. André. Puis ça va être une démarche guidée. Excusez-moi pour le manque de rythme. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'avoir quelque chose, je vais vous laisser lousse, là, c'est qu'il va y avoir des questions à répondre. Mais vous allez les répondre ensemble. Puis après ça, je vais vous demander de revenir en plénière. Puis je vais désigner des volontaires ou demander des volontaires pour que certains nous donnent leur réponse. Partagez ça avec les autres. Décidément, ça ne marche pas. Dans les... juste une petite note pour le partage d'expérience, donc les défis courants, les facteurs humains. Ça ne marche pas du tout, André? Je pense que je vais être obligé de vous faire signe quand de lever. Oh! Changement de batterie? Ah! Là, ça a marché. Ah, formation des équipes. Bon. Hey, ça, c'est une histoire. Savez-vous, quand les astronautes américains sont arrivés sur la Lune, la caméra ne marchait pas, ce qu'ils ont fait pour la faire marcher? Elle a été prise sur la Lune, là. Tu fais « PONK !» Ça a marché. C'est un fait, hein? C'est pas une blague. OK, bien là, je vais vous réveiller tout de suite. Je vais vous demander de changer de table tout de suite en commençant. Je sais que vous êtes souvent dans la même compagnie. Justement, ce n'est pas ça du benchmarking. Ce n'est pas de vous échanger ce que vous savez déjà entre vous. Je vais vous demander de changer d'une table à l'autre, puis autant que possible de vous tenir avec des gens qui ne sont pas dans votre entreprise. Donc, vraiment, mélangez-vous. Je vais vous donner une couple de minutes pour ça. Puis, je vais vous demander, quand vous allez arriver, de vous présenter. Puis, c'est quoi les principaux défis de votre organisation? Ça vous permet déjà là de commencer un peu de benchmarking, connaître d'autres personnes, c'est l'objectif. Maintenant, je vais vous demander de compter le nombre d'années d'expérience que vous avez dans votre table. Ça fait bien si vous vous nommez un secrétaire parce que vous allez devoir prendre des notes. On vous a mis devant vous un pad avec un crayon. Vous pouvez vous en servir pour prendre les notes au fur et à mesure que je vais vous poser des questions. Puis, comme je disais, nommez-vous un secrétaire. Puis je vous suggère d'aller dans une table parce que ça va... Oui, allez dans une table. OK? Je vais vous demander maintenant de lever la main, les secrétaires, avec la réponse. Combien qu'il y en a que la table additionne à 0,30 ans? Ah, il n'y en a pas. 30 à 50 ans. Ici, 30 à 50 ans. Là, OK, parfait. Là. 50 à 70 ans. Là, OK, merci. Là-bas. 70 ans et plus. Là-bas, là-bas. Constatez-vous ce que je constate? C'est qu'à votre table additionnée ensemble, vous avez énormément d'expérience. Il y a beaucoup à énormément.
Ça met d'autant plus de valeur au benchmark qu'on va faire avec les questions que vous avez différents, d'abord, en vous mêlant, vous avez différentes expériences, différents points de vue, échelonnés sur beaucoup d'années d'expérience. Donc, il y a de la valeur là-dedans. Le premier thème qu'on va aborder, c'est les équipes qu'on a dans les industries, dans nos industries, et les cadres, et vous autres. D'abord, le premier constat qu'on fait, c'est que les valeurs de génération ont changé rapidement. Okay? Moi, j'étais 1958, baby boomer. Mais entre-temps, il y a eu génération X, génération Y, génération Z. Puis si on regarde rapidement, les valeurs ont changé pour chacun. Qu'est-ce qui est important? L'expérience formatrice n'est pas la même. Okay? Moi, je suis un enfant qu'à l'époque, on entendait parler de guerre froide, effectivement. L'attitude envers la carrière. Donc, quand on parle, j'ai été avec RTA 34 ans. Au début, c'était Alcan. C'est que j'ai sorti de l'école, j'ai rentré à l'Alcan, j'ai resté à l'Alcan jusqu'à ma retraite. En passant, je suis un retraité depuis 10 ans, bientôt, avec STI. C'était la philosophie, nous autres, à l'époque. Mon père, c'était ça aussi. Le produit distinctif, nous autres, à l'époque, si on reculait dans les années 70, avoir un automobile, c'était quelque chose. Les ordinateurs n'existaient pas. Fait que pour nous, on ne cherchait pas à avoir un iPhone, là. C'était un auto. Puis les moyens de communication, mais nous autres, c'était une lettre. Pendant plusieurs années, quand je voulais correspondre, on écrivait. Il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'Internet. Internet ne connaissait pas ça, ce n'était pas inventé encore. Puis là, on évolue avec les années, puis de plus en plus, on voit que tout change. Dans les références de formation, expériences de formation, que l'attitude envers la carrière, les produits, puis les moyens de communication. Puis moi, je donne l'exemple, par exemple, j'ai 4 enfants, puis ils sont entre génération X et Y. Je regarde mon petit dernier, qui est dans la génération Y, c'est un geek, pas compliqué, là. Puis il a changé 3 fois, il a sorti de l'université il y a 5-6 ans, là, puis il a changé 3 fois d'ouvrage, de travail. Pour lui, c'est normal. Puis les promotions se font d'un travail à l'autre. Fait que l'attitude n'est pas la même. Un autre aspect pour les mêmes générations, OK? Quel genre d'employés vous retrouvez dans vos équipes? Vous allez sûrement reconnaître de vos employés là-dedans. Des gens comme moi, là. L'expérience, compétences, éthique de travail, habituellement, souvent, longtemps pour la même compagnie. Technologiquement, c'est le téléphone. J'ai encore mon vieux téléphone à cadran, que j'en installais, fait que j'en ai gardé un en souvenir. Toute la technologie mécanique, électrique, instrumentation. Quand je suis rentré à l'Alcan, il y avait encore des opérations manuelles à brouette. On est en train de mécaniser tranquillement. L'informatique. Moi, je suis un peu une exception parce que j'ai évolué avec l'informatique. On programmait, nous autres, quand on était à l'université dans les années 80, 70-80. Mais il a fallu évoluer avec. Puis, j'ai une grande horreur des changements que nos logiciels, là, Microsoft et autres, iPhone, nous imposent régulièrement parce que, tant qu'à moi, ça fait la même chose, mais ils ont juste changé les choses de place. Là, il faut réapprendre d'où sont les choses. Ça, c'est douteux. Mais c'est ma génération. Puis plus on évolue, puis on s'aperçoit que ça change aussi. Évidemment, vous autres, un des défis, c'est que vous avez un mélange de tout ça dans vos équipes. L'autre chose, c'est le taux de chômage. Quand je suis sorti de l'université, moi, on avait un ingénieur avec 4 à 5 jobs en même temps. C'était le temps de la Beijing, c'était le temps des grosses usines, etc. Fait que nous autres, on ne s'en cherchait pas d'ouvrage. Après ça, il est venu une période où ça a baissé, puis que les jeunes sortaient, puis souvent, il n'y avait pas de travail dans tous les domaines. Puis ça, c'est le taux de chômage. Là, actuellement, bien évidemment, c'est difficile d'avoir des employés. Tout le monde connaît la difficulté, mais ça n'a pas toujours été de même. On va commencer avec une première question. OK? On va la question est la suivante. À tour de rôle, vous allez vous décrire entre vous autres comment ça se passe dans votre organisation. Puis c'est quoi les enjeux de ce qu'on vient de décrire? La variabilité des différents personnels que vous avez. OK? Que les jeunes, ce n'est pas aussi important pour eux autres, la compagnie, que leur vie à la maison, par exemple. Quels sont les moyens de succès que vous prenez ou que vous avez mis en place pour vous adapter? Puis après ça, je vais demander à une ou deux tables là, de rapporter leurs réponses. Je vais avoir besoin d'une couple de volontaires pour présenter un peu ce que vous avez discuté. C'est quoi vos conclusions? C'est quoi vous avez relevé? Ne soyez pas gênés. Puis allez, je vais nommer les volontaires.
OK. Étienne, s'il vous plaît. Il y a un microphone là, juste en arrière pour que tout le monde t'entende. Non. Moi, je suis génération Y, Jean-Robert, c'est... Mais YX, je suis comme X.5, finalement. En fait, les gros défis qu'on a parlé autour de la table, tout au niveau, le logiciel, le GMAO, la complexité, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Donc, comment l'utiliser dans notre quotidien, justement avec un peu le côté générationnel que tu as présenté. Les métiers plus rares aussi, électrotechnicien, les horaires atypiques, on a le milieu de la santé, installation de la portuaire, STM, vous voyez qu'on dans les pâtes et papiers aussi, les minéraux, on est tous variés, donc électrotechnicien, les horaires atypiques, ça fait qu'on a moins de main-d'œuvre, là. Puis on a du gros roulement, des contraintes syndicales aussi, donc on veut implanter des choses, on a des bonnes idées, mais finalement, ce qui est dans les conventions, les clauses, ça fait aussi des freins au développement des fois. Donc, avez-vous le temps de discuter des solutions? Non, c'est une bonne question. Non, pas encore. OK. Merci. Il y en a d'autres qui veulent parler? Merci. Donc nous, on a surtout évoqué des problèmes communs. C'est autour du recrutement et de la rétention de personnel, en lien avec le rythme de vie, l'attractivité, l'éloignement, le niveau de compétence qu'on recherche, avec ce qui est disponible sur le marché. Le côté social de l'emploi également, puisqu'il y a éloignement, donc comment ça se passe avec la vie de famille. Puis parmi les solutions, l'image de l'entreprise, c'est quelque chose qui a été travaillé. Puis recruter plus jeunes, et puis parrainer et jumeler avec des personnes plus seniors. Un programme de formation continue, puis également changer les rythmes de travail d'un 4-4 vers un 14-14, par exemple. Merci. En parlant de recruter plus jeunes, ce que j'ai fait, puisque j'ai vu d'autres faire à l'occasion, s'il y en a que ça peut donner une idée, c'est que d'offrir des fois des postes d'apprentis en conjointement avec des écoles, qui fait qu'ils viennent faire la pratique un certain nombre de temps sur le site. Ça leur permet de pratiquer, ils aiment ça, les jeunes, pour les métiers, ou même pour les professionnels. Puis après ça, quand ils ont fini les études, bien, on les a évalués, puis eux autres ont vu s'ils voulaient travailler pour nous autres. Mais ça, c'est une formule qu'il faut que l'organisation soit prête à dépenser un petit peu sur investir sur son futur, au lieu de dire « je vais attendre qu'il soit tout formé pour les prendre ». Ou qu'il y ait 10 ans d'expérience, bien là, ils n'ont jamais l'occasion de commencer. Donc, juste relever votre point, c'est un bon point, ça, pour les nouveaux intrants. Y a-t-il un dernier qui voudrait partager? S'il vous plaît. 1, 2. OK. Nous, c'était les mêmes enjeux par rapport au recrutement, puis retenir les employés. Donc, mon collègue, pas mon collègue, non. On a parlé tantôt. Nous, on a parlé beaucoup de télétravail. Je pense que c'est beaucoup à la mode par rapport aux planificateurs qu'on pouvait faire du télétravail, certains cadres d'ingénierie, etc., pour retenir les employés. Donc, pour les électros, il y a des gens qui ont fait un projet pilote pour faire des 10 heures, 4 jours semaine, pour pouvoir retenir le personnel. Les réunions team de plus en plus pour inclure plus de monde. Puis, c'est ça, les solutions qui étaient moins gagnantes, on disait pour essayer de mélanger les personnes, faire des 5 à 7, ça n'avait pas été des bons résultats. Donc, on a parlé... Ça a changé aussi, parce qu'à une certaine époque, le 5 à 7 du travail, les gens ils aimaient ça y aller pour socialiser avec les collègues, alors qu'aujourd'hui, les jeunes aiment mieux être avec leur chum le soir ou même à la maison pour jouer sur le Game Boy. C'est ça qui est sorti, c'était les vieux qui étaient ensemble, puis les jeunes, ils ne venaient pas. C'est ça l'évolution que je voulais souligner tantôt. C'est ça. En gros, beaucoup de télétravail puis de l'ajustement des horaires. Super. Merci beaucoup tout le monde. On continue. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont surpris de ça? C'est l'évolution depuis 1990 de la formation au Canada. En haut, ce que vous voyez, là, c'est universitaire. Ça, c'est collégial.
Ça, c'est secondaire et post-secondaire. Ça, c'est primaire. Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'il y en a qui sont surpris de ça? Il y en a qui voudraient faire un commentaire? Je vais caricaturer un peu. Comme père, j'ai eu 4 enfants. Je le disais dans les années 80, quand on les a eus, nous autres, là, dans les années 90, puis début 2000, quand on a fait nos études, je le disais tout le temps. Moi, quand je rentrais à l'Alcan, il y en a qui ne savaient même pas écrire. C'était juste signé le nom. Mais je voyais arriver cette tendance-là tranquillement, puis je disais, un jour, si vous voulez travailler chez un employeur, il va vous falloir peut-être un niveau secondaire, puis peut-être même collégial, ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des employeurs qui vont prendre des gens de métier qui ont un DEC. Puis ça continue à évoluer. Là. Fait que le jeune qui décroche, même pas, il ne fait même pas son secondaire, il y a de moins en moins de chances d'être recruté parce que les employeurs ont plus de choix au niveau de la compétence. En même temps, pour l'employeur, c'est un avantage parce que plus ils sont éduqués, si vous employez un électromécanicien qui a un DEC en plus, il y a toute l'analyse qui est capable, la compréhension des problèmes qui est meilleure. Donc, c'est un avantage. Un exemple d'évolution des compétences. Levez la main ceux qui font actuellement l'évaluation et des plans d'évolution de compétences. Levez la main. Ben, il n'y en a pas. Ah, 1, 2, OK, merci. 3. OK. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça avant, l'idée de ça, c'est de chacun, on regarde c'est quoi les compétences qui sont requises. Mettons que c'est un électromécanicien qui va travailler sur une machine A, B, C, D. On regarde chaque personne, une à la fois, c'est quoi les compétences qu'il y a, pas juste santé-sécurité, mais aussi compétences de travail. Puis là-dessus, si vous voyez le graphique, il y a 4 niveaux de compétences. Il n'y en a pas. Il est capable avec un peu d'assistance comme helper. Il est capable tout seul ou il peut enseigner. C'est pour ça les 4 cadrans. Fait qu'on fait une photo comme ça de l'image de notre organisation. J'ai eu des clients, moi, qu'il y avait une personne qui était le super savant de tous les équipements. Fait que quand il brisait, c'est lui qui allait. Puis quand il était en vacances, on était mal pris. Il y en a-t-il ici qui ont cette situation-là d'avoir monsieur... Oh, monsieur tout le monde? Ah. Bien, tout de suite, un graphique comme ça vous illustre ces problèmes-là. Puis ça aide à vous et votre superviseur de déterminer, il m'en faut au moins 2, sinon 3. Fait que c'est où sont mes trous dans la compétence, puis on se fait un plan pour les ramener, pour vous donner un peu de flexibilité. Prochain atelier, je vais vous demander de discuter entre vous autres. Chaque participant, à tour de rôle, décrit comment ça se passe dans votre organisation par rapport à ce qu'on vient de discuter, la compétence, la formation. Quels sont les moyens, succès ou échec que vous prenez ou avez pris en place? Encore là, essayez de vous donner un peu de temps pour aussi parler de qu'est-ce que vous faites à propos de vos enjeux. Puis à la fin, je vais demander encore des volontaires pour venir parler. Donc, 15 minutes. On revient. J'aurai besoin d'une équipe pour rapporter le réponse. On est intéressé à savoir de quoi vous avez discuté. J'aurai besoin d'une équipe pour rapporter le réponse. Volontaire? OK. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Du côté formation, nous, ce qu'on a remarqué dans notre équipe, on a parlé des équipes. On doit avoir des équipes complémentaires parce que nos gens n'ont pas tous le même niveau de formation au sein des différents corps de métier. On a de jour, ça va bien. Chez nos collègues de Magoto, de jour, ça va bien. Les vieux, les jeunes sont là, mais quand on tombe de nuit, c'est plus difficile. On a des gens moins expérimentés. On parle toujours du besoin d'accompagnement des nouveaux. Sinon, si on ne les accompagne pas, ils vont quitter l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu. On parle aussi, de notre côté, dans le domaine de la santé, on est capable de donner des formations de base en santé, sécurité, cadenassage, espace clos. On est capable de bien planifier nos formations, mais on a une difficulté à permettre à nos employés d'aller acquérir des nouvelles connaissances dans leur domaine spécifique de métier. Donc ça, c'est un enjeu pour nous. On parlait aussi avec mes collègues
de toujours d'essayer de jumeler les seniors avec des juniors à haut potentiel. Donc ça, c'est un gain pour une entreprise. Effectuer un bon transfert de connaissances, un partage d'expérience, puis le benchmarking aussi, c'est un bon point, c'est une belle activité à faire pour aller chercher les meilleures pratiques dans les autres organisations. Un dernier point intéressant, un collègue a mentionné le recrutement externe de ressources déjà formées, des gens de la France qui sont venus travailler au sein de l'entreprise. Donc ça a aidé grandement l'entreprise à recruter des gens. Ça fait le tour. Merci beaucoup. Un autre volontaire? De ce côté-là, peut-être? Volontaire? S'il vous plaît. Ah, il y en a un micro ici. Regarde. Juste à côté. Donc, à notre table, on a surtout parlé, en fait, des enjeux au niveau du personnel, là, au niveau de l'appropriation des méthodes de travail. Beaucoup d'enjeux au niveau aussi de la connaissance, au niveau des planificateurs. Pas beaucoup d'expertise au niveau technique. Donc, comment amener les gens, planificateurs, contremaîtres, à collaborer ensemble. Fait qu'on avait des pistes de solutions là, au niveau d'impliquer des gens de terrain, les techniciens, par exemple, de plancher, lors de réunions de planification. C'est pas mal ça. Là, on avait beaucoup d'enjeux aussi, un peu d'enjeux au niveau facteur de la décision de la GMAO, que ça réponde aux besoins. Selon les besoins, on n'a pas tous les mêmes besoins. On avait des gens en extrusion de plastique, des gens dans le domaine portuaire, puis moi, au niveau de la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment important d'adapter sa GMAO là, en fonction de nos besoins. Super. Merci beaucoup. Un dernier qui voudrait parler ou... Bien d'applaudissements. On va parler un peu maintenant de l'autonomie. Qui est-ce ici qui pourrait dire que ces équipes sont autonomes? Équipe de métier. Bon, c'est intéressant. Pour avoir vécu sur plusieurs continents, comme vous le savez, dans différentes organisations, j'ai appris un peu, on a essayé ça dans les années 90, c'était la mode de mettre des équipes autonomes. On l'a essayé, avec les revers qui sont arrivés avec. Là. Donc, j'ai appris un peu mes leçons, c'est ça que je vais vous partager. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a une question de maturité de l'équipe. Savoir, vouloir, pouvoir. Il y en a-t-il qui ont déjà vu ça, savoir, vouloir, pouvoir? Levez la main, ceux qui l'ont déjà vu. OK. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi le savoir, vouloir, pouvoir au micro, rapidement? Vous, oui, vous. Bon, selon ma compréhension, à moi, pour atteindre un degré de maturité en autonomie, il faut avoir des connaissances. Donc ça, c'est le savoir. Il faut avoir une volonté pour le faire, donc ça prend un peu de soi-même pour se donner. Puis aussi, le pouvoir, c'est être capable de le faire, parce que des fois, on peut vouloir avoir le bon vouloir, avoir les connaissances, mais on n'a pas les outils, donc on ne peut pas le faire. Donc, en gros, c'est ça. 100%. Merci beaucoup. Le plus bel exemple, c'est une formation. Maintenant, vous avez une formation ici. Vous êtes parti avec, vous êtes crinqué, là, comme on dit en bon québécois. Vous avez la bonne volonté, vous avez compris. Vous dites ça a du bon sens, go, go, go. Vous arrivez lundi matin au travail. Il n'y a rien qui a changé là-bas, là. Les gens, là, les processus, les mentalités, les processus, il n'y a rien de changé. Puis là, vous essayez d'emmener vos nouvelles idées. Bien, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est dur. C'est dur de changer de quoi. C'est ça. Fait que le pouvoir, ne pas le sous-estimer, c'est est-ce que la personne peut, as-tu, comme elle disait la madame, as-tu les outils, y a-tu l'organisation qui est prête pour ça, etc. L'autre dimension, c'est la complexité des tâches. Souvent, dans les années 90, début 2000, l'exemple qui était donné souvent par les RH, d'organisations qui, hey, ils sont autonomes, ils marchent tout seuls, ils n'ont pas besoin de contremaître. Bien, quand on allait voir, c'était des tâches extrêmement simples. Par exemple, un bel exemple qui nous avait été donné, il y avait 2 employés d'entretien qui changeaient des manchons dans les collecteurs de poussière. Il y avait le cédule pour l'année. Puis s'il y avait un petit problème, on les appelait. Bien, c'est sûr qu'un contremaître n'ajouterait pas grand valeur. Ils savent comment faire, ça fait des centaines qui changent. Ils y vont, puis c'est routinier.
Fait qu'eux autres, là, ils n'ont pas besoin d'à tous les jours qu'on les dise quoi faire. C'est juste de confirmer la cédule, peut-être. Donc, si on prend ça en compte, OK, la première chose, c'est que quand l'équipe ou l'équipe de travail, si vous avez, plus l'équipe est grosse, plus c'est difficile, ils savent, ils sont compétents. On a vu la grille de compétences avant. Ils veulent, ils sont motivés. Puis ça, on le voit, la manière qu'ils agissent, donc c'est du comportement. Puis ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Bien, déjà là, on est du bon côté pour que ça marche. Maintenant, si la tâche est relativement simple, je donnais mon exemple des collecteurs de poussière, allez-y. Mais plus ça va compliquer, plus à un moment donné, il faut de l'aide. À l'autre extrême, si la maturité n'est pas là, ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas, ils n'ont pas de motivation, ou ils ne peuvent pas, ils ont beaucoup de blocages, puis la complexité est élevée, bien, il faut avoir une direction. Pas dictateur, direction. Par là qu'on va. Le corollaire, juste pour illustrer mon propos, c'est de vous dire, on va construire une bâtisse comme ici, on va-tu le construire avec des ouvriers qui vont venir ici, lundi matin, aucun plan, aucun superviseur, aucune direction. OK, les gars, construisez-moi une bâtisse. Y en a-tu qui croyaient à ça? Je pense pas, hein? Ben, c'est ça. C'est ça la réalité. Fait que entre l'idéal à atteindre, puis être très directif, il y a une évolution à avoir, puis on va atteindre certains niveaux d'évolution dans l'autonomie. OK? Ma préférence, que la plupart des organisations de maintenance, je peux parler industrielle pour moi, c'était qu'on arrivait surtout à la semi-autonomie que j'appelle. On arrivait à des équipes les gens étaient impliqués, avaient des rôles, puis ils étaient très compétents, puis ils savaient ce qu'ils avaient à faire, mais il y avait quand même un œil qui était gardé, un coaching qui était gardé par le superviseur, puis au besoin, il intervenait. Puis l'autre enjeu, c'est quand il arrive un nouveau dans l'équipe. L'équipe peut fonctionner de façon magistrale, d'un coup, il arrive un nouveau. Comment lui va s'adapter à l'équipe, ou va-t-il lui avoir sa manière de voir qui va être différente? Là, on recule. Des commentaires, des questions là-dessus? Donc, la capacité d'autonomie, c'est la complexité par la maturité de l'équipe, comme on a vu. Maintenant, le leadership, dans tout ça. C'est quoi un bon leader? As-tu que vous essayez pour une réponse? Vous pouvez parler au micro. S'il vous plaît. C'est parce que les autres veulent l'entendre. Pour ça, c'est étonnant un peu, mais le micro. Ben, moi, je dirais y aller par l'exemple. OK. C'est pas mal comme ça. Merci. Y a-t-il d'autres options? Ça veut dire que tout le monde ici n'est pas des bons leaders? Ou vous ne voulez pas le dire? Vous voulez garder votre secret? Vas-y. Vous voulez garder votre secret pour vous autres? Être un bon leader aussi, c'est d'informer, de mobiliser tes troupes. Formation, mobilisation. OK. Merci. Y a-t-il d'autres qui veulent s'essayer? Oui. Ah. Un bon leader, c'est quelqu'un qui réussit à ce que les gens de son équipe font les choses parce qu'ils veulent bien les faire. Merci. Il les laisse aller. Parfait, parfait. Il y en avait un autre là-bas qui s'est levé, mais avec Henri. Oui, on peut voir ça avec un modèle crédible. Donc, aux yeux. La personne est un modèle crédible. C'est ça, oui. OK. Je pense que toutes ces réponses sont bonnes. La seule nuance que je vais vous apporter avec le petit graphique qu'il y a là, c'est le style de leadership. OK? Est-ce qu'il y en a ici qui ont levé la main, s'il vous plaît, ceux qui ont déjà entendu parler de leadership de situation? La main. Leadership de situation, leadership de situation, leadership de situation. Fait que vous autres, vous avez déjà la réponse. La vraie meilleure réponse, c'est que toutes les réponses sont bonnes, mais il faut l'adapter à la situation à laquelle on est. Fait que si le feu est pris, ben, on ne s'assied pas autour d'une table et demander « Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Là, il faut un leader qui dit « OK, là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Sinon, ben, on va discuter puis le feu va grossir tout le temps. Donc, essentiellement, l'apprentissage là-dedans, c'est que on a vu tantôt les maturités d'équipe.
dépendant de la maturité. Maintenant, le comportement du leader doit être plus ou moins supportant. Dans le cas d'une équipe qui est relativement peu capable, peu mature, soit que ils n'ont pas tous les moyens, etc., qu'on a vu tantôt, il faut être directif. Mais là, encore là, il faut jouer les mots. Là. Dans les années 90, 2000, on parlait de directif, on était bannis. C'était comme un péché mortel, parce que directivité, c'était grave. Mais on confondait directivité avec dictatorial. Ce n'est pas être directif, être dictatorial. Directif, puis il y en a qui l'ont mentionné tantôt, merci, c'est de donner une direction. Par là qu'on va. C'est comme ça qu'on va construire la bâtisse. On va commencer de telle façon. C'est ça que ça va ressembler à la fin. On va avoir un plan. Ça, c'est être directif. On dit quoi faire. C'est là qu'on va arriver. On ne fera pas ce qu'on veut lundi matin. On construit une bâtisse. Elle va ressembler à ça. Plus l'équipe devient mature, OK, plus à ce moment-là, on peut faire participer. Dans la navette spatiale, les astronautes, ils ont un style de leadership préféré pour le capitaine de la navette. Lequel vous pensez? C'est-tu laisser le monde faire ce qu'il veut? Non, hein? Il arrive de quoi, comme Apollo 13, là? Ils sont entraînés, parce que ça a été identifié comme le meilleur style dans un cas de crise dans une navette spatiale, ou dans un avion, les pilotes d'avion, de ligne, consultent autour d'eux autres. Il y en a-tu qui ont déjà vu une situation semblable ou qui ont des idées? Ils consultent. Donc, on parle de participation. Puis, il y en a un qui prend la décision. C'est le capitaine. Après consultation, puis là, il explique sa décision. Fait que dans un cas de quand même, l'équipe est assez mature, mais c'est quand même encore assez complexe, on va quand même consulter. C'est participatif. Puis là, plus on s'en va dans la capacité en même temps que la complexité, on implique plus encore. Puis éventuellement, c'est du coaching. Tu laisses aller. Quand on développe des organisations, on s'aperçoit que de plus en plus, ils comprennent, ils sont motivés, ils pensent comme nous autres. Fait que là, on laisse aller. Comme leader, on se met en situation de coach. Donc, il y a comme une évolution. On part de directive à participatif, impliquant, puis coaching, quand on évolue une organisation. Donc, un leadership approprié à la complexité et à la maturité de l'organisation, c'est ça qui est la situation gagnante. Puis ça va emmener justement toute la notion d'être capable de motiver les gens, de leur faire voir ce qu'on va. Puis plus on commence à avoir des succès, on les emmène avec nous autres, ils participent au succès, donc ils sont encore plus motivés. Donc c'est là que ça vient, c'est inspirant. Oups. Je vais vous laisser encore quelques minutes pour discuter ensemble. Chaque participant à tour de rôle décrit comment ça se passe dans votre organisation et quels sont les enjeux. Puis après ça, quels sont les moyens, succès ou échec, que vous prenez ou avez mis en place pour vous adapter par rapport au leadership et à la communication. Je vous signale qu'à la fin, on fait la plénière puis il va y avoir une pause après. C'est ceux qui peuvent attendre un peu, on va l'avoir dans une dizaine de minutes. Donc, je vous laisse parler de vous autres. J'aurais besoin d'une couple de volontaires encore pour partager le pérégrination. Je suis allé me dire le mot pause tout de suite, mais plus volontaire. Ah là là. Table là-bas, d'habitude, vous avez des bons commentaires au fond, puis on ne vous voit pas souvent monter au micro. Pouvez-vous envoyer quelqu'un? Oui, à vous autres. Oui. C'est ça l'avantage quand je fais le tour des tables. Je vois à peu près ce que le monde parle, puis ça me donne une bonne idée de ce que vous êtes. Bien, nous autres, on parlait justement du côté leadership. On a une grosse différence parce qu'à notre table, on a des compagnies privées, on a du public, on a une qui est vraiment loin éloignée. Fait que chaque compagnie est un petit peu différente côté leadership. Puis on dit toujours la même affaire par rapport à la génération. Moi, nos conversations reviennent souvent sur les générations qu'on a aujourd'hui. C'était pertinent d'en parler, hein? Oui, mais là, j'ai dit, nous autres, à l'usine, on dit toujours la même affaire. Là, longtemps, le contremaître, il était contremaître puis il gérait du personnel. Aujourd'hui, le personnel, il pense ou il est à la même hauteur que le contremaître, puis que si le contremaître ne l'écoute pas, bien, il va aller plus haut. Fait que là, nous autres, on dit, le leadership, souvent, on le perd parce qu'on dit, le contremaître le gars ne devrait pas passer 2-3 paliers, rester toujours à la même place, puis le boss devrait être un boss et descendre de même, sauf que
on amène la discussion, puis souvent... Avez-vous des solutions à proposer? Très difficile. Nous autres, on travaille pour la Ville de Montréal, fait qu'on est assez public, puis les discussions sont assez ouvertes, puis des fois, on se fait pas taper sur le dos, mais en haut des autres, passe par-dessus la gestion. Fait qu'on dit que le leadership il est très compliqué à avoir, parce que tu ne peux pas avoir un boss qui va suivre, qui dit on s'en va sur quelque chose, puis tout le monde s'en va sur le même bord. Les Bleus, souvent, vont se revirer de bord. Est-ce qu'il y en a qui pourraient l'aider avec une réponse, une tentative de réponse? Un peu de collaboration. Merci. Merci. Moi, je croirais qu'il n'y a personne qui peut s'essayer pour y suggérer de quoi. Avez-vous des solutions? Y a-t-il d'autres qui ont le même problème? Levez la main, on va faire ça. Bon, mais ceux-là qui n'ont pas de problème, pouvez-vous aller proposer une solution? Ça devrait se garrocher. OK. Je pense que vous avez raison, mais je vous référais, mais on ne peut pas faire l'analyse détaillée de chez vous ici, là. Mais ce que j'ai expliqué tantôt, c'est une question de leadership adapté à la maturité. Puis, comment est-ce qu'il est appliqué? Dans les générations d'aujourd'hui, le leadership marche encore, sauf qu'il n'est plus appliqué de la même façon. C'est comme je décrivais l'évolution de la mentalité. Dans les années 80, 70, que moi j'étais, tu assumais que ton patron, c'était ton patron, puis il fallait le suivre. C'est comme ça que tu avais été élevé, littéralement. Puis c'était pareil à l'école et tout. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'acceptent pas le leadership. C'est juste que maintenant, il faut tenir compte un peu plus de leur personnalité. Donc, tout ce que j'ai fait comme démarche avec vous autres depuis le début, d'expliquer les différences, c'est pour en venir à ça. C'est qu'avec le leadership aujourd'hui, dépendant de qui est dans l'équipe, il faut être peut-être un peu plus finaux puis être capable d'aller chercher l'équipe pareil. Mais il y a des équipes de jeunes, avec des jeunes leaders que j'ai vus dans certains de mes clients maintenant, que le jeune est capable d'avoir un bon leadership aussi avec ses collègues. Mais il ne fera pas de la manière des années 70. Fait que souvent, c'est l'adaptation du leadership en fonction de l'équipe qui revient encore à la recette. Avez-vous des commentaires, des questions? Fait que je vais vous libérer pour une dizaine de minutes. Une pause santé, je pense que c'est pas mal mérité par tout le monde, après beaucoup de réflexion. Puis on se retrouve ici dans 10 minutes. Là, vous êtes confortable dans vos tables avec les gens que vous connaissez maintenant depuis tout à l'heure. C'est bien. Mais ça défait complètement l'objectif d'un benchmarking. Moi, j'appelle ça souvent du speed dating. Fait que, est-ce que je vais vous commencer? Je vais vous demander tout de suite, là, la même chose qu'au début. Changez de table. Puis, mettez-vous pas de grâce deux de la même compagnie, ensemble. Donc, s'il vous plaît, mélangez-vous avec les autres pour apprendre d'autres choses. Changez de table. Changez de table. Allez voir d'autres choses. Excusez-moi, changez de table. Changez de table. Allez voir d'autres mondes. S'il vous plaît. OK, on est prêt à recommencer? Si vous voulez vous asseoir. En faisant mélanger comme ça, ça vous permet de voir d'autres perspectives, par exemple, d'autres manières de voir, et aussi de connaître d'autres personnes. Donc, c'est bien correct si vous échangez vos noms, vos cartes d'affaires, etc. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais vous donner 5 minutes pour vous introduire aux autres collègues, puis quels sont vos principaux enjeux, c'est quoi votre compagnie. Même chose. Donc, 5 minutes. OK, on commence. Le prochain exercice, ça va être par rapport à la réduction des erreurs humaines. On va parler d'entretien de précision, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui font de l'entretien de précision? Levez la main. Que vous considérez que vos mécaniciens font de l'entretien de précision. Vous autres? Vous autres? OK. Vous autres? À l'extrême, moi, ce que j'avais vu déjà, c'est qu'avant de démonter un compresseur, un centrifuge, mettait une nappe sur une table, puis les gens prenaient des gants blancs pour le défaire, puis avoir sûr qu'on ne met pas de contamination. Des niveaux d'huile, on fait des analyses, puis on va chercher d'excellence.
Puis j'ai l'exemple ici aussi là, de tâches, d'aide à la tâche, avec précisément ce qu'on veut qu'il fasse, puis c'est quoi la mesure qui est de rejet, etc. Donc, prochaine discussion, gestion des équipes et réduction des erreurs humaines. Fait que je vais vous demander encore de discuter entre vous autres, puis après ça, je vais vous demander comment est-ce que ça se passe, une ou deux tables, qu'est-ce que vous avez trouvé. Vous allez décrire comment ça se passe dans votre organisation, puis c'est quoi les enjeux là-dessus, vos succès, vos échecs, vos erreurs, puis qu'est-ce que vous faites comme moyen pour améliorer ou réduire les erreurs humaines. On commence. Veux-tu nommer des volontaires? OK, oui, merci beaucoup. Oups, attention. Nous, dans le fond, est-ce que vous m'entendez? Oui. On a parlé de formation, procédure aux méthodes appropriées de travail. On a parlé aussi d'accompagner les gens, utiliser une GMO qui va retenir beaucoup d'informations, puis des choses là-dessus, puis aussi des audits et des post-mortem ou des réunions d'apprentissage après de multiples erreurs commises sur le champ. OK, très bien, merci. Je recule en arrière un peu. Est-ce qu'il y en a qui ont mentionné ou ils ont eu à discuter en fonction d'avoir des mesures assez précises, donner des points sur une image, qu'est-ce qu'on veut qu'ils mesurent, avec des critères, puis c'est quoi le niveau de rejet? Levez la main ceux qui l'avaient mentionné dans vos discussions. OK. C'est qu'il y a un aspect administratif avec le GMAO, oui, et la supervision et la planification. Effectivement, ça fait partie de ça. Puis éventuellement, contrôle de qualité avec des audits du technicien ou d'un ingénieur ou externe. Mais ne sous-estimez pas non plus que quand vous définissez vos stratégies d'équipement, des préventifs prédictifs périodiques, il y a des interventions à faire, puis pour décider le remplacement ou l'état actuel, la maintenance conditionnelle emmène à voir précisément c'est quoi, à partir du mode défaillant, c'est quoi que vous voulez qu'il vérifie, donc la photo, des mesures précises avec un critère de rejet. Donc, mettons, l'espacement ou l'alésage est de temps à temps, mais rendu à temps, fais-le planifier, parce qu'on s'en vient, il est dû. Donc, c'est ça de la maintenance de précision aussi. Fait que, votre réponse est bonne, mais il ne faut pas oublier l'aspect support technique. Il y en a qui parlaient des SOP, moi je vais parler d'aide à la tâche. Il y a différentes terminologies, mais c'est tout le même principe. Les nouvelles technologies émergentes. Comme je disais, moi j'ai connu Star Trek là, avec Patrouille du Cosmos, là, avec Ken Kirk, puis il faisait gouzou-gouzou avec un petit gadget, là, puis Scotty beam me up, là, Scotty téléporte-moi. Puis à l'époque, on voyait la science-fiction, on trouvait ça incroyable. Bien, il y avait des choses qui ont dépassé actuellement ce qu'on imaginait à l'époque. J'ai toujours été un amateur de science-fiction, mais aujourd'hui, je regarde les iPhones, là, et c'est pas mal plus que ce qu'ils pensaient à l'époque. Là. Les conduites autonomes, à l'époque, dans certains films, ils mettaient un bonhomme en avant, un robot. Mais aujourd'hui, on n'a pas de robot en avant, mais l'auto se conduit tout seul. Là. Ceux qui ont des Tesla, ils savent, ils se croisent les bras, puis elle s'en va, puis elle stationne. Là. Fait qu'on est rendu à bien des places beaucoup plus loin. La prochaine question, c'est comment vous et vos équipes, on parle des employés, vous adaptez-vous aux technologies émergentes? Comment ça va? C'est quoi les enjeux que vous rencontrez? Puis êtes-vous à l'affût assez pour les intégrer? OK? Donc, c'est ça. Je vous laisse 5-10 minutes pour discuter de ça. Une équipe pour amener les réponses, s'il vous plaît? Une équipe de volontaires? Je vais en nommer une. L'équipe juste en avant de moi, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer quelqu'un pour... Tout le monde te regarde. Pour les nouvelles technologies, nous autres, on utilise beaucoup... les nouvelles technologies ne sont pas toutes dans les usines, mais les HoloLens, l'intelligence artificielle sur la gestion des capteurs de vibration, ça l'aide beaucoup. Ça va venir analyser ton spectre. Mais on se rend compte que ce n'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là d'aller chercher le data, d'aller chercher toute l'information possible pour traiter justement à l'intelligence artificielle. Mais ça sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'argent. On fait des PM maintenant sur le résultat de l'intelligence artificielle et non dire du périodique. On va y aller en fonction de ce que
ça va nous dire, dans 3 mois, il va y avoir tel roulement, il va être rendu à être lubrifié, à être tout ça. Fait qu'on est rendu là. Bon, bien super. Félicitations. Est-ce que tout le monde saisit la différence entre ce que l'intelligence artificielle fait et le prédictif préventif? Est-ce qu'il y en a qui... Levez la main, ceux qui comprennent. On va voir, ça vaut la peine d'en parler. OK, vous autres? Ce qu'il disait, c'est que l'intelligence artificielle permet de déterminer quand est-ce, par exemple, un niveau de lubrification ou d'intervention va être requis. Puis la question que je posais, c'est est-ce que tout le monde, ça vaut la peine que j'explique la différence entre ce que l'intelligence artificielle fait et de façon conventionnelle ce qu'on faisait avec du préventif et prédictif? On va prendre une minute d'abord pour faire le point. Ce qu'on apprenait à l'école, ce que le préventif prédictif est basé, c'est des courbes basées sur des données. On sait qu'il va y avoir, par exemple, une augmentation de la défaillance, de la probabilité de défaillance. Puis là, on va dire, bien, écoute, à ce moment-là, puis on va avoir, par exemple, la courbe PF qui va nous dire qu'il faudrait faire telle mesure de conditionnel ou un autre. Il y a des mesures, je ne vous donnerai pas un cours là-dessus aujourd'hui, là, mais il y a un mathématicien qui s'appelle Weibull qui avait tout quantifié comment est-ce qu'on peut déterminer les probabilités de défaillance, des différents types de formes de défaillance. L'intelligence artificielle, par exemple, elle n'en prend pas de courbe. Elle n'a pas de courbe de calcul, elle n'a pas d'algorithme comme tel. Tout ce qu'elle fait, là, ça donne, mettons, 1000 données, 100 000 données. Puis si elle voit qu'il y en a une qui bouge là, puis l'autre bouge en même temps, puis elle descend, ah, il y a un lien entre les deux. C'est fondamental comme différence. Fait que, de point de vue révolutionnaire, ce que ça amène, c'est qu'avant, on aurait des courbes qu'il aurait fallu trouver. Elle n'a plus besoin de ça. Elle s'est libérée de ça. Fait qu'elle est capable de calculer tellement de données à la fois, de voir les différences, qu'elle est capable de voir justement des corrélations que nous autres, on n'aurait même pas idée. Fait que c'est là la puissance de l'intelligence artificielle, puis évidemment, la prédiction qu'elle est capable de faire. Si elle voit que ça fait touc, 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 là, elle le voit instantanément, puis elle est capable de faire des extrapolations directement. Donc, c'est ça la révolution de l'intelligence artificielle. On va terminer rapidement. Un des gros enjeux que je vois souvent chez mes clients, puis j'ai vu quand je travaillais à RTA, c'est la disconnexion entre les gens de maintenance qui travaillent en silo avec le jargon, puis le paramètre de procédé, KPI, les indicateurs de performance, etc., puis la direction. Puis le commentaire qu'on a souvent, c'est de la misère à aller convaincre la direction. Mon expérience, je parle pour moi, c'est que le problème est pris à l'envers. Il ne faut pas commencer par regarder, nous autres, qu'est-ce qu'on fait dans notre silo de la maintenance. Puis après ça, c'est de dire, bien, écoute, il faut les convaincre. Il faut plutôt faire ça à l'envers, regarder, c'est quoi l'objectif de l'organisation? C'est quoi qui va être le, ben, je vais dire crûment, là, c'est quoi qui est dans l'évaluation du patron, puis qui va lui donner un bonus? Puis comment est-ce que nous autres, à la maintenance, en travaillant sur les équipements, en les fiabilisant ou en les planifiant mieux ou autre, on est capable d'aider l'organisation à atteindre ses objectifs? Donc, il faut reprendre le problème complètement à l'envers. Là, ça change l'idée. Les indicateurs de performance et KPI qu'on va prendre sont complètement différents. Donc, les préoccupations de la direction, c'est plutôt ça qu'on va avoir. Augmentation de production, réduire des coûts, amélioration de sécurité, etc. Fait qu'il faut s'accrocher à l'objectif à ce moment-là à atteindre. Donc, il faut passer de bons artisans, j'appelle ça de même, de la maintenance, à une orientation business. On fait partie de la business. Et j'aime bien dire opération plus maintenance égale production. Donc, on fait partie, il faut qu'on fasse partie intégrante du plan de production. Puis les décisions sont basées sur des faits, pas sur des impressions ou des idées. Là, je vais trouver de vous emmener à une autre dimension. Je vais y aller rapidement. J'ai sauté une coupe que j'avais de disponible, mais il y a plus important. Je vais inviter mes deux collègues. Patrice Duchesne, que j'ai collaboré avec, a développé un jeu pour intégrer tout ce qu'on voit en maintenance. Fait que je vais laisser vous le décrire. C'est ce qu'on va vous faire pour les dernières 15 minutes, 18 minutes qui nous restent. Veux-tu le décrire, Patrice? Prends un micro. Puis on va vous distribuer ça. Pardon. Alors, on a effectivement utilisé un peu ceux qui ont vu le jeu de serpent-échelle l'année passée. On a adapté un peu
le contexte. Fait que j'inviterai au moins une personne par table à venir chercher un jeu de cartes avant d'expliquer les règles. Ça ne sera pas très, très long. Patrice? Oui. Un, deux, trois. On va tasser les cartes sur l'autre. Tiens, ça prend une feuille. Alors, Jean-Robert, tu peux-tu passer la prochaine slide? On va le voir un peu. Vous avez 3 types de cartes, dans le fond, à mélanger ensemble. Les cartes défis. Donc, vous allez faire face à des défis du quotidien, je dirais. Ces cartes-là vont être face cachée devant tous les joueurs. On brasse les cartes actions. On les distribue équitablement à tous les joueurs qui sont autour de la table. Puis les cartes ressources aussi, eux autres, ben, ils vont être visibles à tout le monde. Fait que chaque tour, on révèle une carte défi. On regarde qu'est-ce qui est écrit dessus, puis chaque joueur prend dans sa main une carte action qui pense qu'il pourrait être celle qui répond au défi qui est sur la carte rouge. Ensuite, on regarde les cartes ressources, c'est-à-dire les cartes jaunes, lequel des ressources serait la plus appropriée pour répondre à ce défi-là. Puis entre vous autres, ensuite, vous avez chacun choisi une carte action parmi votre jeu que vous avez. Fait que vous discutez ensemble quelle carte serait la plus appropriée parmi celles que vous avez choisies d'un joueur qui serait la bonne. Une fois qu'on a choisi c'est laquelle la bonne, bien, le joueur dont la carte action a été choisie comme étant celle qui répondait le mieux au défi, bien, il prend le paquet des 3 cartes, donc la carte défi à laquelle il a répondu, la carte ressource et la carte action. Puis Jean-Robert va faire un petit retour avec vous autres là, sur à quel défi vous avez fait face, puis quelle solution vous avez trouvé ensemble. Fait que, bonne partie. Oui, question? Oui. Exact. C'est comme un jeu de cartes normal, donc les cartes actions, vous les avez un peu à vous autres personnels. Donc, défi face cachée. Vous avez l'autre côté des instructions en papier, j'ai marqué, vous allez voir un petit peu comment on installe ça. Ressources disponibles, visibles à tout le monde. Si vous regardez à l'écran, vous avez la disposition du jeu à l'écran. Ça vous donne une idée? On va se passer. Écoute, comme on l'a écrit, là, c'est la première fois qu'on le fait. Vous êtes notre dry run à 200 personnes. Ça sort des presses. Vous avez des commentaires, des choses à ajouter. On est bien ouvert à recevoir tout ça de notre côté. Fait que, bonne partie. Puis si vous avez des questions, on va se promener autour des tables. Puis c'est quoi finalement que vous avez pris comme ressource? Un volontaire ou une volontaire? Un volontaire ou une volontaire, s'il vous plaît? Allez au micro. Vais-je être obligé d'en désigner des volontaires? Allez, il n'y a pas de gêne. Ah bien, M. Bougeaud, vous riez fort, on vous entend, vous allez être volontaire. Vous-même. Ah, OK, j'en ai un volontaire, t'es sauvé par la cloche. Bien, s'il vous plaît. Il peut venir en deuxième, s'il veut. Je vais y aller après. Vas-y. Le défi qu'on avait, c'était réduire le temps supplémentaire. L'action, c'était la révision des stratégies d'équipement, optimiser les préventifs, les prédictifs. Puis l'outil, c'était le GMAO. OK, expliquez. Gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Oui, je sais ce qu'un GMAO, mais pourquoi est-ce que ça aiderait à réduire le temps supplémentaire? Bien, si le temps supplémentaire, bien sûr, est en maintenance, il faut qu'on planifie nos actions correctement. Il faut qu'on mette les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. Et surtout, vous allez avoir une mesure. Oui. On ne peut pas améliorer si on ne mesure pas, là. Fait qu'en ayant une mesure, puis être capable d'exploser où est-ce qu'on perd notre temps supplémentaire, sur quels équipements, dans tel corps de travail, par qui, on est capable de le gérer. Après ça, on a l'information. Mais aussi, oui, c'est effectivement, ça permet de mieux planifier. OK. Henri-Jules? M. Bugeaud, il a dit qu'il fallait que je te fasse passer après. Il était gêné. Ah, il délègue. Un bon leader. C'est ça, nous autres, on avait trouvé comme défi, c'est augmenter la disponibilité des équipements. Disponibilité des équipements. Dans l'action, c'est planification des travaux kitting, incluant kitting. OK. Puis comme dans les ressources, c'était GMAO. Pourquoi? Bien, je pense que pour la planification, c'est très important.
si on ne planifie pas comme il faut, mais c'est sûr que le résultat ne sera pas... GMAO comme outil d'aide à la planification? Oui, bien, comme ressource. Comme ressource, mais je veux dire, la ressource sert comme outil d'aide à la planification? Oui. OK. Puis s'assurer qu'on optimise, puis tous les travaux sont bien campés. Oui, mieux c'est planifié, mieux que ça va. Là. Exactement. OK, merci beaucoup. Bon. Comment vous avez aimé ça, le jeu? Avez-vous des suggestions, des recommandations, des améliorations? C'est sûr que dans la description, on va le retravailler un petit peu, là. Mais oui? Le micro là-bas. Parce que je veux que le monde entende, tout le monde vous entend. En fait, est-ce qu'il y a un résumé des bonnes réponses? Parce qu'il peut y avoir plusieurs associations, bien sûr. Mais l'optimum, vous, quand vous l'avez fait, vous l'avez pensé. Parce qu'on s'ostine beaucoup. Là. Nous, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y avait une carte demandée à STI. C'est là que je vais y aller vous l'expliquer. Parce que c'est ce qu'on a mis comme ressource STI. Parce que... C'est une très bonne question. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une réponse possible. Ça dépend énormément du contexte organisationnel. Et ce que j'ai dit tantôt, c'est quoi les objectifs de l'entreprise? Okay, moi, j'ai un de mes clients, 21 sites dans le monde. Eux autres, les enjeux majeurs, c'est éviter les explosions. Ce n'est pas la même chose qu'un autre de mes clients, c'est de produire le plus de tonnes possible d'une mine. Fait, tu sais, dépendant. Puis après ça, tu regardes, l'organisation est rendue où au niveau? On parle de GMAO, ils n'ont-tu un? Bien, j'ai un autre de mes clients qui sont encore avec des RS400. Fait que ce n'est pas la même chose du tout comme génération de GMAO. Tu sais, fait que il n'y a pas de réponse parfaite. Il faut vraiment comprendre la situation actuelle, vous autres, ce que vous vivez, puis votre réponse, en général, jusqu'à tout ce que j'écoutais, était quand même assez bonne. Là. Fait que vous êtes un peu dans la bonne direction. Mais c'est sûr qu'en demandant à des spécialistes avec beaucoup d'expérience qui viennent, ça peut être d'autres comme moi, là, mais il y en a d'autres qui vont être capables de vous ennuyer un peu plus. Fait que ça évite d'aller par erreur. Rappelez-vous, moi, j'ai fait pendant 43 ans des erreurs. J'ai appris de mes erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux aider un peu les gens. Mais si on veut s'éviter de faire 43 ans d'erreurs, on peut aller des fois prendre le chemin le plus court et dire, écoute, c'est quoi qui a marché? Mais si vous voulez tout les essayer aussi, c'est bien correct aussi. Là. Fait que c'est un peu ça l'idée. Là. Mais c'est une très bonne question. Puis non, malheureusement, puis je ne suis pas sûr qu'on va vouloir faire la meilleure réponse. Il y a quelque chose, par exemple, qui peut se donner des pistes. C'est quoi la trame qui se ressort le plus souvent? Ça, je l'ai, mais elle n'était pas là. On va peut-être en parler demain. Merci beaucoup.